Bon, bonjour, je remercie tout d'abord Rachid Gueraoui pour m'avoir invité. Je remercie le public d'être présent, bien qu'on soit juste à la veille de Noël. Voilà, alors ce dont je vais vous parler, c'est de détecteurs de défaillance. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais les transparents sont en anglais ou sont censés l'être. Et je parle par contre en français. Alors donc, quand la traduction n'est pas évidente, je la ferai quand même, je dirai à quoi ça correspond. Voilà, alors la question, donc les détecteurs de défaillance, ça part d'un constat, c'est en fait par rapport au résultat d'impossibilité qu'on a, que vous avez vu précédemment, essentiellement l'impossibilité du consensus. Et d'où ça vient, cette impossibilité du consensus? Donc c'est le résultat de Fischer-Lynch et Patterson, dont on vous a parlé, qui vous dit qu'il est impossible de faire du consensus même en présence d'une panne. Alors je ne sais pas si la preuve a été faite jusqu'au bout sur le fait même en présence d'une panne, mais vous l'avez vu au moins dans le cas Whitfree. Dans ce résultat d'impossibilité, essentiellement, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a le premier élément qui est le caractère synchrone ou asynchrone des choses. Et effectivement, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas combien de temps mettent les pas des processus et on ne sait pas combien de temps les messages mettent à arriver. Ça, c'est un point qui est fondamental pour cette impossibilité-là. Le deuxième point, qui va aussi avec, c'est la question qu'on suppose dans ces impossibilités-là qu'il peut y avoir des défaillances de processus. Et la question le résultat de FLP, il précise bien que c'est dans un système asynchrone dans lequel il y a au moins un processus qui peut tomber en panne. Voilà. Alors, je rappelle que sur les pannes, on a beaucoup parlé aussi jusqu'ici de wait-free implémentation. En fait, essentiellement, wait-free, ça signifie que l'algorithme peut terminer toujours, enfin chaque processus peut terminer l'algorithme par ses propres pas. Et terminer par ses propres pas, ça peut correspondre à dire que les n- autres processus ou n'importe quel sous-ensemble de processus peut s'arrêter et en fait être considéré comme tombant en panne. Donc le wait free, ça correspondrait à peu près au fait qu'il y a n-1 processus qui peuvent tomber en panne. Alors, donc voilà. Alors, commençons donc par rapport à l'impossibilité du synchrone-asynchrone. Déjà, la première chose, je ne sais pas si on l'a vu jusqu'ici, mais si le système est synchrone, c'est-à-dire que les messages mettent un temps qui est défini à être, ou que les processus mettent un temps défini et connu pour faire leur pas de calcul, on peut résoudre le consensus. Alors bon, il y a un modèle qui correspond au modèle synchrone, qui est dans lequel c'est un système de rondes. À chaque instant, à chaque top d'horloge, tous les processus envoient des messages et reçoivent les messages correspondant à cette ronde, donc entre le top d'horloge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le modèle des rondes. Dans ce modèle des rondes, on peut assez facilement faire du consensus. C'est l'exemple qui est donné ici. En fait, comment ça marche? On va simplement avoir là, ici, la valeur initiale, et puis pour chaque ronde, chacun va envoyer son message. On va recevoir les messages de la ronde, et donc dans le modèle synchrone, on est sûr de les recevoir, en tout cas de tous ceux qui sont arrivés, tous ceux qui ne sont pas morts pendant la ronde, c'est-à-dire que là, la question des pannes, elle intervient dans le fait qu'à l'intérieur d'une ronde, un processus peut s'arrêter et donc envoyer partiellement ces messages, pas forcément à tous. Donc en faisant la réunion des messages sont reçus, et le truc qui est un tout petit peu intéressant, c'est qu'on fait ça pour n fois. Alors bon, il faut réfléchir pourquoi il y a besoin de faire ça n fois s'il y a n processus. Essentiellement, c'est parce qu'on peut se trouver dans un cas très défavorable où la première fois, il y a un processus qui envoie son message à un autre, qui envoie son message à un autre, qui envoie son message à un autre. Et à chaque fois, il y en a un seul message qui arrive parce que le processus meurt à chaque fois. Donc si j'ai n processus, il ne peut pas y en avoir plus que n qui meurent. Et donc au bout de n fois, je suis sûr d'avoir terminé cette chaîne dans laquelle les processus qui meurent à chaque fois et ne parviennent à atteindre qu'une seule partie. Et à la fin, donc, on a un ensemble, on peut montrer assez facilement
que si j'attends n rondes, dans le cas où j'ai n processus, à la fin, chaque un des processus aura dans l'ensemble SI, l'ensemble de tout, ce sera les mêmes ensembles pour tous. Et donc après, je peux décider la valeur du minimum des valeurs qu'il y a dans cet ensemble-là. Voilà, donc ça c'est première chose, donc, se rappeler que la possibilité, quand c'est synchrone, non, là, les choses deviennent possibles. En tout cas, certaines choses deviennent possibles. Le deuxième élément, c'est sur les pannes. Si je considère les pannes, c'est très très simple, un algorithme sans panne qui garantit le consensus, très très simple. C'est on choisit, on s'est mis d'accord avant sur dire que c'est le processus P0, c'est lui qui décide, c'est tout. Donc le processus P0, il envoie sa valeur et il décide cette valeur. Et les autres, ils font simplement attendre cette valeur. Si vous avez des pannes, le problème, c'est que l'attente de cette valeur ne marche pas. Si jamais le processus P0 en question, lui, il meurt, il s'arrête. Et là, bien sûr, on n'aura pas, et donc on va attendre pour toujours. Voilà, donc c'est les deux éléments. C'est le fait que la synchronie partielle peut permettre de résoudre les problèmes qui sont impossibles par les résultats qu'on a vus précédemment. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi la connaissance sur les pannes, ou la non-existence de pannes, peut aussi permettre de résoudre le problème. Donc d'où l'idée, ici, d'ajouter au modèle la possibilité d'avoir des informations sur la panne des processus. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu mieux ce que c'est que les autres éléments sur ces pannes. Donc en fait, c'est ça. On veut là ici rajouter à notre modèle des informations sur les pannes des processus. Alors ce que je n'ai pas dit, ce que je devrais dire, c'est que quand je parle de panne, ce sont des pannes simples, des pannes crash, et un processus arrête simplement d'exécuter son code. On va préciser un petit peu après, éventuellement, mais c'est vraiment les pannes au sens simple. Ce n'est pas des pertes de messages, ce n'est pas ce genre de choses, c'est des pannes. Le processus s'arrête. En fait, utiliser et faire de la détection de panne, c'est quelque chose d'assez naturel quand vous programmez pour de vrai. Alors, quand vous programmez pour de vrai, et c'est essentiellement les mécanismes de time-out qui permettent de faire ça. Le time-out, par exemple, c'est utilisé, on vous a parlé tout à l'heure d'Internet, donc c'est utilisé dans TCP pour arriver à faire une communication fiable à partir d'une communication qui est quelconque et non fiable, qui est la communication que vous avez dans IP. Alors, le time-out, c'est quoi? C'est simplement pour avoir des informations sur les pannes, qu'est-ce que je peux faire? Je vais envoyer, si je veux une information sur les pannes du processus Pierre, j'envoie un ping à Pierre, c'est un petit message vide, Pierre, réponds-moi, Pierre doit me répondre. Et puis, je vais, si jamais il me répond, vraiment il met trop longtemps à répondre, je vais dire non, là, Pierre, il n'est pas en forme, il n'est pas il n'est pas en capacité de me répondre, c'est que sans doute, c'est dommage, il est en panne, donc disons qu'il est mort. Donc c'est ça le mécanisme du ping-pong. Un ping, je réponds par un pong. Et si j'ai des notions de synchronie, si je sais combien les temps des messages vont mettre à arriver, sont censés mettre à arriver, je vais suspecter le processus d'être en panne. Alors bon, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que si j'ai des informations exactes sur les pannes, c'est-à-dire qu'à chaque moment, je peux m'informer, savoir quels sont les processus qui sont morts, quels sont les processus qui sont vivants. Bon, c'est assez simple d'arriver à faire mon modèle synchrone, des rondes synchrones du début. Je vais simplement envoyer des messages et attendre les réponses de tous ceux qui sont vivants. Voilà. L'idée donc du time-out, c'est l'idée qui est très générale dans la programmation système, ou pas seulement système, la programmation distribuée. C'est même l'outil de base la plupart du temps. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abstraire un petit peu de ces time-out et on va travailler avec quelque chose qu'on ne sait pas comment c'est fait, on en parlera peut-être un peu après, qu'on va appeler des oracles. Et simplement, c'est des oracles, c'est simplement quelque chose que chaque processus peut interroger à propos. Il demande comment va Pierre, et l'oracle qui répond une valeur qui n'est pas forcément une valeur
ce n'est pas forcément vrai, peut-être que je me suis trompé, peut-être que le mon oracle me dit que Pierre est en pleine forme alors qu'en fait il n'est finalement pas en forme du tout, ou le contraire. Bon, simplement, on va définir ces propriétés-là par rapport, on va définir des propriétés de la détection qui nous permettront éventuellement de résoudre des problèmes. Donc voilà, un détecteur de défaillance, c'est rien de plus qu'un oracle distribué. Distribué, c'est-à-dire que chaque un des processus peut l'interroger. Et le point qui est important et qui va nous amener à quelques précisions assez immédiatement, c'est qu'on veut que cet oracle il ne dépende que des pannes. C'est un peu ce truc-là qui va être un peu le plus... qu'il va falloir définir un peu précisément. On ne veut pas que l'oracle dépende de ce que est en train de faire Pierre à ce moment-là, ou de je ne sais quoi, que par exemple l'oracle puisse me dire Pierre, il fait je ne sais quoi depuis... bon, voilà, je ne veux pas ça. Je ne veux pas quelque chose qui dépende de l'algorithme, je veux qu'il dépende uniquement des pannes. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de définir les pannes, mais avant de définir les pannes, je reprécise le cas dans lequel je suis. Ici, je suis comme précédemment dans l'exposé de Rachid, je suis essentiellement dans un système asynchrone avec passage de messages et puis sans qu'il y ait de perte de messages. Il peut y avoir des pertes de messages, mais par défaut, il n'y a pas de perte de messages. Ce qu'on va définir, là je vais essayer de définir ce que c'est que les pannes, ce que c'est qu'un schéma de panne, un failure pattern, et ce que c'est qu'un détecteur de panne. Ces définitions, elles sont plus générales que ce cadre-là, elles s'appliquent à n'importe quel, essentiellement, ensemble de run avec la notion de panne. Donc ça s'applique aussi à la mémoire partagée, pas seulement au message passif, et ça s'applique aussi au modèle partiellement synchrone. Alors allons-y pour essayer de définir ça. Je commence par le début. Voilà, j'ai un temps. Le temps, je vais le supposer discret, donc le temps, c'est des entiers. Donc ça, c'est mon temps. Là, ça continue encore. Hein. Le temps ne s'arrête pas. Et voilà, donc c'est des entiers. Alors ce temps, c'est un temps qui est pour ma propre convenance de ce que je fais. Je ne prétends pas, là, ici, les processus eux-mêmes n'ont pas accès à ce temps universel. Ce temps, c'est sur le temps de Dieu, enfin le temps qui existe tel qu'il est, et simplement, il est dans mon modèle, mais il est dans mon modèle de façon purement abstraite. Deuxième point, bon, j'ai pi, ça va me resservir après, c'est l'ensemble des processus. Là aussi, l'ensemble des processus, c'est un ensemble que je vais considérer comme fini, identifié, alors ça peut s'étendre, mais identifié, chaque processus a un nom. Je suis dans un système qui n'est pas anonyme, chaque processus a un nom, le nom est connu par tout le monde, et tout etc., etc. Et puis voilà, donc là, ici, il y a des schedules, c'est-à-dire, oui, on veut dire schedule, mais ce n'est pas un mot de français. On a des schedules. Les schedules, ben voilà, là, ici, il y a un pas de process, un pas de process ci. Donc, c'est-à-dire, le schedule, c'est simplement dans mon temps, il y a des pas de chacun des processus qui peuvent être exécutés à des moments ici. Comme j'ai considéré mon temps discret, le pas du processus aussi, je vais le considérer aussi comme étant discret, s'appliquant à un instant. Ce qui est intéressant, c'est que le monde asynchrone dans lequel je suis veut dire que, en fait, cette exécution-là, si cette exécution-là existe, cette exécution-là aussi existe, c'est simplement la même dans laquelle lui, il a été retardé, peut-être pas, il était au même moment, mais lui, il est après, etc., etc. Donc là, ici, j'ai gardé les mêmes ordres, et simplement, ce n'est pas aux mêmes instants du temps. Le schedule, ça consiste simplement à partir de mon temps, de fixer les endroits où chacun des processus font des pas. Voilà, bon, c'est pas... Alors maintenant, allons-y sur nos schémas de panne. Dans notre schéma de panne, donc il y a d'abord, pour définir le schéma de panne, je vais d'abord définir ce que c'est qu'être en panne. Pour le fait d'être en panne, alors je vais utiliser plein de mots qui sont plus ou moins équivalents par rapport à ce que je fais ici. Donc je vais dire que le processus est erroné, que le processus est mort, que le processus est crash. Voilà. Et donc ça veut dire simplement que si je me mets à l'instant T, dire qu'un processus est crash, ça veut dire que c'est là que c'est un petit peu bizarre, c'est non seulement il ne fait pas de pas, mais il ne fera plus jamais de pas. Il est dans un état qui, après cet état-là, pour toujours, il ne fera plus jamais de pas. Et puis, qu'il est vivant, ça veut dire que par contre,
et bien, éventuellement, il fera des pas après. Alors, donc, je peux parler de panne, en panne à l'instant T. Donc, de cette façon-là, je définis ce que c'est qu'un schéma de panne. C'est d'abord, je prends mon temps ici, et puis je définis sur ce temps-là les différents moments où il y a des pannes. Enfin, donc, pour chacun des instants T, je vais définir f de t, c'est l'ensemble des processus qui sont en panne au temps t. L'idée que j'ai une panne crash, c'est simplement que f de t est inclus dans f de t plus 1, c'est-à-dire que si un processus est en panne au temps t, ben il est en panne après, donc au temps t plus 1, t plus 2, etc., et indéfiniment. Donc la définition maintenant d'un processus faulty, disons, ou incorrect, c'est le fait qu'il existe, alors c'est toujours faulty par rapport à un failure pattern, par rapport à un schéma de panne. Le fait qu'il est en panne à l'instant t, ça veut dire, le fait qu'il est en panne pour le schéma de panne, ça veut dire simplement qu'il existe un instant t à partir duquel le processus est en panne. Donc ça veut dire qu'il existe un t tel que P appartient à f de t. F de t, c'est la liste des processus qui sont en panne à l'instant t. Et correct, donc la négation à l'opposé, c'est simplement qu'il n'est pas en panne. Et le fait de ne pas être en panne, ça veut dire une propriété qui est plus subtile qu'elle n'y paraît, ça veut dire qu'il n'est jamais en panne. Hein, c'est-à-dire que quel que soit le temps que je considère, f sera vivant. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'entre autres, si je vous dis à l'instant, si je n'avais vision que du monde tel qu'il est devant moi, sans connaître le failure pattern, je ne peux pas dire qu'un processus est correct ou n'est pas correct. Le fait d'être correct, c'est une propriété qui concerne toute l'histoire du futur ici. OK, donc voilà un exemple. Donc mon failure pattern ici, qui me dit qu'au début, là, par exemple jusque-là, il n'y a aucun processus qui est mort, donc ça me donne ça. Là, ici, il y a le processus P qui meurt, et donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut l'arrêter de faire des pas. Ici, il y a un autre processus qui meurt, qui est le processus S. Voilà, donc lui non plus, il ne fera plus de pas après. Là, R, et puis là, je ne l'ai pas défini, mais on peut supposer, si je continue mon dessin à l'infini, a priori, par exemple, le processus Q, lui, peut éventuellement être correct. Ça veut dire simplement qu'il n'a jamais été en panne et qu'il ne sera jamais en panne. Voilà, alors, autre exemple, c'est toujours le même exemple, il faut bien voir aussi que l'asynchronisme continue à exister comme avant, hein, même si je considère des pannes. Et donc là, ici, vous voyez cette exécution-là avec un certain schéma de panne. Et naturellement, cette autre exécution-là qui est possible avec le même schéma de panne. Dans cette autre exécution, vous voyez que par exemple, là, ici, le processus P1, il a fait moins de pas, mais simplement, c'est dans le schedule, les éléments ou ce qu'il aurait dû faire après se trouvent après le moment où il est mort. Donc, ce schedule-là, si j'avais celui-là aussi est possible, simplement parce que j'ai le droit, toujours, par la synchronie, de déplacer dans le temps le moment où chacun fait ses pas. Donc là, je les ai déplacés dans le temps, mais ils sont déplacés après le schéma, après la panne. Bon, de la même manière, là, ici, lui, c'est le même ou pas, c'est l'asynchronisme tel qu'on l'avait vu avant, c'est-à-dire j'ai le droit de déplacer mes petits jetons comme je veux sur l'axe. Et ici, par exemple, il a fait un pas, mais il aurait pu en faire aucun. D'accord, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête dans nos histoires de schéma de panne. Schéma de panne, ça dit ce qui peut se passer. C'est une espèce de truc magique qui dit, voilà ce qui se passe sur l'exécution. L'exécution elle-même, elle doit se correspondre à ce schéma de panne. Bon, alors, donc c'est simplement pour montrer que ça, c'est un autre schedule possible correspondant au même schéma de panne. Bon, il faut faire un petit peu attention ici, parce que dans mon schéma de panne, ça concerne que la mort des processus. Il faudrait aussi prendre en considération peut-être les envois et les réceptions de messages. C'est un point qui est important par rapport à ce qu'on va faire ici. C'est les messages. Je suppose que les messages arrivent. Hein. Ils peuvent mettre un temps quelconque pour arriver au destinataire, mais ils arrivent au destinataire
Bien sûr, si le destinataire est mort, ils ne seront jamais traités, mais ils sont arrivés. Voilà, alors donc maintenant, essayons de définir les détecteurs de défaillance là-dessus. Donc en fait, si vous avez compris le schéma de panne, vous avez compris donc l'essentiel de ce que va faire simplement le détecteur de défaillance. C'est simplement quelque chose qui va vous donner des informations au processus, mais ces informations qui ne font que dépendre du schéma de panne. Dépendre du schéma de panne uniquement, ça veut dire, entre autres, que ça ne donne pas d'informations, par exemple, sur le schedule ou sur les schedules des autres processus, ni sur quoi que ce soit d'autre. Ça me donne simplement une information éventuellement sur des pannes qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Alors, il faut donner une définition un peu plus formelle de ce que c'est que dépendre du schéma de panne. Bon, si je prends un failure détecteur grand X, je vais lui associer pour chaque schéma de panne que je considère un ensemble d'histoires. Alors, c'est un peu compliqué, mais simplement, c'est des histoires. C'est simplement ce qui répond à un moment donné pour un schéma de panne donné. Donc ici, prenons donc un schéma de panne. Ici, ça doit être F. Et puis, donc, mon failure détecteur X, il me donne un certain nombre d'histoires pour X. Alors, pourquoi un certain nombre d'histoires et pas une seule histoire? Parce que je veux quand même une certaine forme de non-déterminisme. Je ne veux pas qu'il me donne forcément exactement toujours la même chose. Et qu'est-ce que me donne l'histoire? Là, ici, il y a deux paramètres à mon histoire. Il y a le processus, P, et puis le temps. Il va me donner simplement une certaine sortie qui dépend donc du processus et du temps. Ça dépend du processus dans le sens où je veux un mécanisme qui soit local. Et puis voilà, donc c'est simplement, il invoque le détecteur de défaillance et il obtient une réponse. Donc chaque processus va pouvoir s'adresser au détecteur de défaillance et puis pour une failure pattern donnée, il va récupérer une certaine valeur de failure détecteur ici. Alors bon, je ne vais pas préciser ce que c'est, mais la sortie du détecteur de défaillance, ça peut être à peu près ce que l'on veut. Là ici, par exemple, ça peut être une liste de processus, d'identités de gens que je considère comme suspects. Comme dans mon timeout tout à l'heure, ça me donnait la liste des gens qui sont dans la salle qui je suspecte de ne pas être en forme. Bon, ça me donne, alors, pas être en forme par rapport aux pannes, c'est-à-dire que dans le schéma de panne que je considère, en fait, ils vont mourir un jour, et ça peut me donner des informations sur le fait qu'ils sont déjà morts, par exemple. Donc il y a un certain nombre de propriétés classiques qu'on peut attendre de ces histoires-là. Donc les histoires, c'est les sorties de l'effet détecteur. Pour la première propriété relativement naturelle, c'est la complétude, la completeness, la complétude, ce qui me dit simplement que à partir d'un certain moment, donc là ici, j'ai supposé que mon détecteur de défaillance me sortait des listes de processus qui sont suspectés. Et donc là, ce qui va simplement, la complétude, ça me garantit que cette liste va contenir tous les processus qui sont morts. À partir d'un certain moment, il y aura tous les processus qui sont morts dans cette liste-là. C'est la complétude. Et puis après, il y a aussi l'exactitude, pour traduction d'accuracy, qui dit il y a plusieurs formes d'exactitude. Il y a une exactitude que je vais appeler forte, qui dit que si on me dit que quelqu'un est suspect, c'est qu'il est mort. C'est-à-dire que là, si ma liste elle me dit que Pierre est suspect d'être mort, c'est qu'il est mort en vrai. Donc ça, c'est l'accuracy, l'exactitude forte. Et puis, après ça, je peux une version éventuelle de ça qui me dit que c'est ça, mais au bout d'un certain temps. Au début, c'est pas forcément. Il peut, avec l'éventuel. Alors, éventuel, encore une fois, c'est pas éventuel au sens du français, c'est fatalement ou inévitablement, comme disait Rachid tout à l'heure. Donc voilà, il y a un moment à partir duquel j'aurai une exactitude forte, à savoir que donc j'aurai à partir de ce moment, si on me dit que Pierre est mort, c'est qu'il est mort.
Alors ensuite, il y a la même chose, la version weak, qui dit que en fait, c'est pas valable pour tous les processus, mais pour un. Il existe au moins un processus correct qui ne sera jamais suspecté, ou éventuellement weak, c'est il existe un processus correct qui ne sera jamais suspecté, mais éventuellement. Alors, bon, ça donne que se prenant sur cette base-là, il y a un certain nombre de détecteurs de différence qu'on peut définir. Bon, ben, il y a le parfait. Le parfait, lui, il y a complétude et strong accuracy. Complétude plus strong accuracy, ça veut dire que j'ai exactement, il me donne exactement, dans la liste des gens qui sont suspectés, il n'y a que des gens qui sont morts. Et en plus, éventuellement, cette liste des gens qui sont morts, ce sera exactement la liste des gens qui sont morts. Donc c'est vraiment une information qui est à peu près parfaite. Bon, cette information-là, je l'ai depuis le début. Je peux prendre une version où je n'aurai cette information qu'au bout d'un certain temps. C'est le éventuellement P, diamant P. Et puis diamant S, c'est encore un peu plus faible, j'ai la complétude et l'éventuel weak accuracy. Ce qui intéresse. Et puis j'en ai un autre là qui est un peu bizarre, qui est oméga, et qui lui justement est bizarre mais intéressant, et qui va sortir uniquement l'identité d'un processus à chaque instant. Simplement, la propriété qu'il y a, c'est que ce processus que je vais appeler le leader supposé, eh bien, il y a, à partir d'un certain moment, ce leader sera le même pour tous, restera le même pour toujours, et en plus, ce leader sera correct, c'est-à-dire ne tombera pas en panne. Donc ça, oméga, c'est vraiment un détecteur de référence important, puisqu'on verra qu'il justement, il va nous servir pour montrer ce qui est possible avec le consensus. Un résultat, qui est pour le premier, qui est assez facile, c'est de dire que le détecteur de référence parfait, il permet de faire le consensus, et puis tous les autres sociétés aussi permettent aussi de faire le consensus, en tout cas dans un cas où vous avez une majorité de processus corrects. OK, donc voilà le contexte. Maintenant, on va s'intéresser aux détecteurs de défaillance et faire des comparaisons entre eux. Alors, je passe un peu sur celui-là. Donc là, on va comparer. Voilà, donc je vais regarder un problème P et je vais dire que le problème P, je peux le résoudre avec le détecteur de défaillance X si j'ai un algorithme distribué qui permet de résoudre le problème P en utilisant c'est les informations données par le détecteur de défaillance ici. Ce que j'écris. Par abus de notation, j'écris ça comme ça. Bon. Et puis, je vais faire la même chose, définir aussi le fait que je vais appliquer, disons, ça me donne ma définition de qu'est-ce que c'est résoudre le problème avec un détecteur de défaillance. Et là, c'est un autre point qui est important, c'est je peux transformer un détecteur de défaillance en un autre à partir du moment où je vais dire que je vais pouvoir avoir un algorithme qui transforme mon détecteur de défaillance Y et en défaillance X. Alors, ça suppose un certain nombre d'éléments pour définir ça à peu près correctement. Mais donc ici, je vais définir comme ça le fait que là, ici, X inférieur ou égal à Y, ça veut dire simplement qu'à partir du détecteur de défaillance Y, je peux construire le détecteur de défaillance X. Et donc voilà, donc on part de ça. Donc là, ici, ça c'est mon détecteur de défaillance X que j'obtiens à partir de Y. Et puis je pars du fait que j'arrive à résoudre mon problème P avec le détecteur de défaillance X. Et bah, du coup, si je continue, maintenant j'encapsule dans X ce Y qui se transformait en X, et du coup, j'obtiens en regroupant ici cette partie-là ensemble, j'obtiens le fait que j'arrive à résoudre avec Y le problème P. D'accord ? Donc ça vous donne ce que c'est le système de réduction. Ça n'a rien de très original, c'est le même genre de réduction et le même genre de choses que ce que vous avez sur les machines de Turing, et en particulier les oracles tels qu'on les a là correspondent aussi aux oracles de machines de Turing.
Quand je parle d'oracle pour détecteur de défaillance, c'est simplement que je considère que c'est une donnée en soi et que je ne m'intéresse pas à la manière dont c'est calculé. Alors, donc on arrive à des comparaisons possibles entre les détecteurs de défaillance. Bon, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'on arrive à montrer que cette relation entre détecteurs de défaillance est un préordre. Comme c'est un préordre, l'intérêt, c'est qu'on peut définir des éléments minimaux pour ce préordre. Et donc, par exemple, si je prends un ensemble S, je peux définir ce que c'est d'être le plus faible pour cet ensemble S, comme étant le fait que de tous les éléments, il est plus petit, il est plus faible que chacun des éléments. Je vais appliquer ça en considérant un problème. Alors là aussi, il faudrait définir plus précisément ce que j'entends par un problème, mais faites-moi confiance, c'est possible. Donc, le plus faible détecteur de défaillance pour le problème P, eh ben, c'est simplement quelque chose qui, 1, va permettre de résoudre le problème P, et 2, qui est plus petit, qui est plus faible que n'importe quel autre détecteur de défaillance qui permet de résoudre ce problème P. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? À partir du moment où j'espère que vous avez à peu près compris que le détecteur de défaillance, c'est quelque chose qui encapsule des connaissances sur les pannes des processus. Là, en fait, ce que ça dit, c'est que l'existence le plus faible ici, il encapsule l'information minimale sur les pannes qui est nécessaire pour résoudre le problème P. OK. Et donc, il y a un résultat relativement récent qui dit que si j'ai un problème qui peut être résolu par un détecteur de défaillance, je peux toujours définir le plus faible détecteur de défaillance qui permet de résoudre ce problème-là. OK, et donc ici, j'arrive à une autre hiérarchie possible. Donc, partant d'une hiérarchie des détecteurs de défaillance, j'en déduis une hiérarchie entre les problèmes. Et donc, je dirais que si j'ai deux problèmes P et Q, je veux dire que le P est plus facile que Q concernant les détecteurs de défaillance. Et bien, si l'information sur les pannes dont j'ai besoin pour résoudre P est plus faible que l'information sur les pannes dont j'ai besoin pour résoudre Q. Bon, c'est dit aussi simplement si les deux, si ça respecte l'ordre sur les plus faibles détecteurs de défaillance pour P et Q. Alors, je vais aller un petit peu plus vite et donc on va essayer de regarder maintenant comment, prenons sur nos registres qu'on a vus tout à l'heure et on va essayer d'essayer de trouver quel est le plus faible détecteur de défaillance pour nos registres. Alors, en message passing, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir détailler trop, mais disons que ça, c'est une implémentation correspondant pas tout à fait, mais dans l'esprit à peu près à ce qu'a fait Rachid Gharoui juste avant. C'est le fait de l'implémentation de mes registres. Donc là, ici, c'est un registre avec un lecteur, un écrivain. Il peut y avoir plusieurs lecteurs ici, ce n'est pas grave, qui est régulier. Et donc le principe de cet algorithme, si vous vous rappelez à peu près, c'est le fait que, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Quand je veux écrire, j'envoie à tout le monde ce que je veux écrire. J'attends que les gens me répondent, me disant « Ah bah oui, j'ai bien reçu ton truc », et j'attends jusqu'à quand? Jusqu'au moment où j'ai une majorité de gens qui m'a répondu. Et quand je veux lire, quand le lecteur veut lire, il va faire la même chose, il va interroger tout le monde. À propos, quelle est la valeur du registre? Les gens vont répondre. Il va attendre d'avoir une majorité de gens qui lui répondent. Et essentiellement, c'est bien la dernière valeur qui est écrite parce que les deux majorités, enfin, il faut se débrouiller un petit peu, mais essentiellement, il y a toujours une intersection entre deux majorités. Et donc, il y aura bien un élément commun à chaque fois, quelqu'un qui a reçu l'écriture, quelqu'un qui a reçu la lecture. Il faut après ça s'organiser un petit peu, c'est pour ça qu'il y a des compteurs pour choisir la bonne valeur. OK. Donc, au lieu de... Donc là, ici, c'est la majorité, là, telle que dans l'algorithme qu'on a vu, qui permet de résoudre le problème.
En fait, au lieu de la majorité, on va prendre autre chose, on va prendre sigma, qui est un détecteur de défaillance pour le que l'on va appeler quorum détecteur de défaillance, qui va simplement me sortir des listes de processus qui sont, en qui j'ai confiance, des listes trusted, oui, des listes de confiance si vous voulez, et qui va vérifier deux propriétés. La première propriété, c'est la complétude, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, dans ces listes, il n'y a plus que des processus qui sont corrects. Hein, donc voilà, ça c'est la complétude qui est important. Et la deuxième propriété, c'est la propriété réellement de quorum, qui est d'intersection, qui dit quoi? Qui dit que si je prends deux processus quelconques, deux instants quelconques, et si je regarde ce que m'a sorti le détecteur de défaillance pour le processus P à l'instant T et pour le processus Q à l'instant T', eh bien, il y a un élément commun. Dans mes deux listes, il y a toujours un élément commun. Quels que soient les moments où je considère les listes que j'ai obtenues, il y a toujours un élément commun. Bon, pas forcément le même, l'élément commun n'est pas forcément un processus correct, tout ça, mais l'important, c'est qu'il y a un élément commun. Alors, donc on va prendre le même algorithme que tout à l'heure, et de façon assez claire, si je remplace la majorité par attente suivant ma liste donnée par sigma, je vais avoir le même résultat. Voilà, donc ça c'est... Alors, petite remarque, si j'ai une majorité de processus corrects, je peux construire mon détecteur de défaillance sigma. Oui, c'est facile, parce que de la même manière, je vais simplement envoyer à tout le monde des messages, leur demandant si les gens sont en bonne forme, et puis je vais attendre de recevoir une majorité. Là, je vais bien pouvoir attendre de recevoir une majorité de réponses, puisque j'ai supposé qu'il y avait une majorité de processus corrects. Donc il y a bien une majorité qui va me répondre à chaque fois ici. Et puis je vais simplement prendre comme sigma la liste de tous ceux qui m'ont répondu. Le principe des majorités, c'est que deux majorités s'intersectent toujours. Il y a toujours un élément commun entre deux majorités données. Et puis, donc, c'est ce qui va me garantir la propriété d'intersection. Et la propriété de complétude, elle est simplement le fait que les gens me répondent. S'ils me répondent, c'est qu'au moment où ils m'ont répondu, en tout cas, ils étaient vivants. Et donc, jusqu'ici, ils sont vivants. Et si, à un moment, ils sont morts, ils ne me répondront pas. Donc, je vais finir par avoir que des gens qui sont corrects. Voilà, alors, donc ça c'est la première partie, la deuxième partie, et puis je vais sans pas beaucoup avoir le temps de faire beaucoup d'autres choses. Donc on a montré que c'était déjà, je pouvais le faire. La deuxième partie à montrer, c'est que si j'ai une implémentation de registre avec un failure détecteur, alors je peux extraire de cette implémentation et de ce failure détecteur sigma. Alors c'est un peu plus compliqué et en fait ça va utiliser, on va extraire d'abord un failure détecteur qui s'appelle θ. Ce failure détecteur θ, c'est le failure détecteur dont vous a pas parlé Rachid tout à l'heure, mais qui correspond exactement au failure détecteur qu'il faut pour faire de l'uniform reliable broadcast. C'est un failure détecteur qui est tel qui va sortir une liste de process dans lequel il y a toujours un processus correct dans cette liste-là, et qui en plus va être aussi une propriété de complétude. D'accord? Donc c'est un truc, bon, c'est un peu bizarre de se représenter ça. Vous avez dans votre liste toujours un processus correct, je ne sais pas lequel, bien sûr, et puis simplement à la fin, il n'y a plus que des processus corrects. Donc ça s'appelle θ, et le point, c'est qu'on peut extraire de mon implémentation, de mes registres, on peut extraire ce θ. Alors, je ne vais pas faire la preuve parce que je n'ai pas trop le temps, mais essentiellement, l'idée est la suivante. Si vous prenez un registre, que vous êtes amené à... Ce que veut dire un registre, c'est qu'une fois que vous avez fait l'écriture d'une variable, d'une valeur, cette écriture, elle reste. Il faut qu'elle reste. Il faut que si quelqu'un fait une lecture plus tard, il la récupère. D'accord? Il récupère cette valeur-là. C'est ça qui fait que c'est un registre un peu différent de mon uniform reliable broadcast, du broadcast simple. Il faut, ça reste. Une fois que l'écriture est réalisée, elle reste. OK. Il est assez naturel que si,
en faisant l'écriture, pour faire l'écriture, la seule façon qu'un processus a de faire, c'est de renvoyer et d'informer les autres qu'il a fait l'écriture. Si il envoie à des gens qui ne sont pas corrects, qui peuvent mourir, et s'il ne fait qu'envoyer et prévenir que des gens qui ne sont pas corrects, alors, à partir de ce moment-là, eh ben, en fait, les pas corrects, on a vu qu'on pouvait retarder leur pas, etc. Les pas corrects, on peut les faire mourir, disons, tout de suite, et donc sans qu'il n'y ait aucune trace de ce qui a été fait dans l'écriture. Alors, dans les gens pas corrects ou corrects, je considère bien sûr l'écrivain. L'écrivain, il s'écrit à lui-même. Hein, donc c'est ça le principe, c'est très naturel. Si vous atteignez aucun processus correct dans votre écriture, eh ben, vu le jeu de l'asynchronie, vous pouvez les faire tomber en panne tous suffisamment tôt, de manière à ce qu'il n'y ait aucune trace visible après. Voilà. Donc c'est ça le principe de la preuve. Alors la preuve elle-même, bon là j'ai pas le temps parce que bon, elle est intéressante aussi parce qu'elle utilise les mêmes mécanismes un petit peu qui ont été abordés tout à l'heure, les mécanismes où vous allez taguer les messages, parce que comment vous allez savoir à qui vous allez taguer les messages en faisant, vous allez prendre votre algorithme qui est censé faire des registres avec mon fer détecteur dont je veux extraire sigma, et vous allez faire des écritures régulièrement, des lectures régulièrement. Et quand vous allez faire une écriture, l'écrivain, il va enregistrer essentiellement à qui il s'est adressé, et donc en fait, il va essentiellement regarder, là ici, quand il commence l'écriture et fin de l'écriture, on va rajouter un message partout par les endroits par lesquels c'est passé, et il va récupérer la liste de tous ceux qui ont participé dans ce sens-là à l'écriture. Après, il va falloir montrer que dans tous ceux qui ont participé à l'écriture, il y a forcément au moins un processus correct, avec un argument qui est l'argument intuitif que je disais tout à l'heure, mais qui en réalité est un petit peu plus compliqué. Voilà, on fait un tableau d'indistinguabilité, on montre que forcément il se passe telle et telle chose. Bon, je ne vais pas passer là-dessus, c'est un peu technique, mais voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai obtenu la première partie de ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai obtenu θ. C'est-à-dire je sais maintenant que dans mes listes de participants que j'ai enregistrées, il y a toujours au moins un processus correct. Comme il y a au moins un processus correct, c'est intéressant parce que quel est l'avantage d'un processus qui est correct ? Je rappelle, correct, c'est pour toujours. C'est que si je lui écris à ce processus correct et je lui demande de me répondre, si je fais du ping-pong avec lui, je suis sûr qu'il me répondra. Si je fais du ping-pong avec des gens qui ne sont pas corrects, peut-être qu'ils sont morts et peut-être que je n'aurai pas de réponse. Mais là, je suis sûr d'avoir une réponse. Et donc, c'est ça que je vais utiliser pour maintenant faire ma propriété d'intersection. Alors, là, on va faire dans le brutal, vraiment brutal. Chacun, il va écrire tous ces ensembles de participants qu'il a vus, tout cours des writes, on va faire tous les ensembles de participants qu'il a vus. Puis moi, à un moment, et tout l'historique, tout ce qu'on veut, donc c'est vraiment brutal. Hein. J'ai fait 1 million d'écritures, je vais récupérer une liste d'1 million d'éléments, c'est pas grave. Ce que je veux faire, moi, je veux garantir la propriété d'intersection, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un élément commun. Comment je vais faire ? Je vais prendre tous les éléments de la liste, donc tous les éléments de cet ensemble de listes, je vais prendre chacune des listes de cet ensemble de listes, et je vais écrire à tous, et je vais leur demander de me répondre. Comme j'ai montré précédemment qu'il y avait un processus correct parmi eux, j'aurai une réponse. Et j'aurai une réponse pour chacun des éléments de la liste. Et comme ça, j'aurai bien la propriété de l'intersection, puisque chacun des éléments de l'ensemble des listes, c'est toutes les réponses qu'il y a eu jusqu'ici par mon potentiel détecteur de défaillance. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai l'intersection, la propriété. Voilà, et donc j'en déduis ce truc-là, qui est donc sigma, c'est le plus faible fédérateur détecteur pour implémenter les registres en message passif. Alors, je vois que le temps passe, et donc je vais quand même donner quelques autres résultats. Un résultat qui est quand même sûrement le résultat le plus populaire par rapport au détecteur de défaillance, qui a été introduit en même temps que les détecteurs de défaillance, c'est cette histoire de oméga, qui est le plus faible détecteur de défaillance pour faire du consensus
quand il y a une majorité de processus qui sont corrects. Je rappelle qu'oméga, c'est un leader ultime, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel tout le monde va l'identité de quelqu'un sur lequel tout le monde va s'accorder, et tel que, au bout d'un certain temps, et tel que ce processus-là sera correct, pour toujours, il fera des pas. Bon, alors, il y a une petite extension qu'on peut, si on ne veut pas que c'est une majorité de correcte, mais en général, eh ben, on va rajouter le fait qu'il faut de quoi faire essentiellement des registres, c'est-à-dire sigma. Si je résume, là c'est juste pour rire, hein, on peut résumer philosophiquement le résultat, qui dit que pour arriver à se mettre d'accord, ce qu'il nous faut, c'est un chef. Bon, c'est valable bien sûr que dans le cadre dans lequel on est ici, hein, mais bon, c'est un résultat qui est quand même amusant. Voilà, alors maintenant, donc, voilà, donc la preuve de oméga, elle est un peu plus... Alors, vous verrez qu'oméga est suffisant pour faire du consensus dans les prochains talks, je ne sais pas, prochain ou après. Voilà, et donc le mécanisme, pour le montrer, un mécanisme un peu différent qu'un mécanisme qui consiste à faire de l'échantillonnage. Voilà, alors bon, un résultat que je vais passer sur le résultat, mais de tout ça, on peut déduire quelque chose qui est intéressant par rapport à ce que vous avez vu la fois précédente. La fois précédente, vous avez vu que le numéro de consensus, ça a été rappelé là, permettait de classer les différents objets en mémoire. Là, ici, mes détecteurs de référence, comme je l'ai dit au début, ça me permet de faire aussi une hiérarchie des problèmes par rapport à la puissance de détection de panne dont ils ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est que là, ici, la hiérarchie, elle n'a que deux niveaux ici. Soit on arrive à faire du consensus, soit, et consensus même à deux seulement, avec du consensus à deux, on peut faire du consensus avec un nombre quelconque. Et donc c'est en ça que vous avez donc une hiérarchie qui est définie. Voilà, alors donc j'ai juste pour dire après que bon, là, tout ça, ça fait très théorique, là, les processus corrects, tout c'est à l'infini ou je ne sais pas quoi, là, des trucs où on se dit, bon, oui, là, c'est quand même bon, des doux rêveurs. En fait, ce n'est pas vraiment des doux rêveurs. En fait, on peut arriver à faire des implémentations de détecteurs de défaillance. Il y a des gens ici dans la salle, c'est la spécialité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on ne peut pas faire d'implémentation d'oméga dans un système asynchrone normal, parce que sinon on pourrait faire du consensus. Mais par contre, on peut avoir des restrictions sur l'asynchronie du système et arriver à faire, implémenter oméga. Implémentant oméga, on arrivera aussi à faire du consensus. Donc ça, c'est une approche qui a l'avantage d'être modulaire, c'est-à-dire que vous allez rajouter à votre système un système qui implémente oméga, par exemple, dans un cadre avec des hypothèses d'asynchronie plus faibles que l'asynchronie en général. Et donc, de cette façon-là, vous avez une approche relativement modulaire d'une programmation qui permet aussi de faire du consensus. Voilà, alors donc je ne vais pas expliquer ces trucs-là plus en détail, je vais juste donner quelques autres résultats. Bon, il y a un détecteur de référence qui est assez intéressant, qui est anti-oméga, et qui, comme son l'indique, fait vraiment le contraire d'oméga, et qui simplement, il sort un processus et il garantit qu'à partir d'un certain moment, le processus en question n'est pas un processus correct. C'est exactement le contraire. Hein. Bon, donc voilà, on peut montrer que ce détecteur de défaillance, il permet en gros de résoudre les trucs qu'on ne peut pas résoudre et que c'est le plus faible des choses possibles. Voilà. Et puis je termine en disant tout un tas de résultats là, que je vais faire défiler pour terminer donc de plein de détecteurs de défaillance minimaux qui ont été trouvés pour plein de problèmes. Donc c'est une manière de montrer que des problèmes sont différents. Et donc aussi, on peut aussi utiliser les détecteurs de défaillance comme des schedulers. Bon, c'est aussi un petit peu plus d'autres choses comme ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait avec ça et qui permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, la difficulté sans doute c'est de bien définir ce que c'est que les pannes, les schémas de panne, etc. Mais après ça, on va faire une comparaison des problèmes suivant la difficulté au niveau des pannes à avoir.
Et on va obtenir comme ça des résultats de hiérarchie qui sont intéressants parce que justement qui peuvent être différentes d'autres formes de hiérarchie et qui correspondent à qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur les pannes pour résoudre des problèmes en présence de panne. Voilà. Ben voilà, j'arrête. Je vous remercie.